Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus pour cette dernière conférence des Mardis de l'Histoire pour la saison 2021-2022. Donc, bonne nouvelle déjà, je vous annonce en avant-première qu'il y aura une saison 2 l'année prochaine avec d'autres thèmes que vous découvrirez prochainement dans votre boîte aux lettres en même temps que la saison culturelle. Mais avant de parler d'avenir, parlons immédiatement de ce qui vous a amené ce soir, à savoir l'histoire de l'abbaye de Saint-Maur. L'histoire de notre ville est évidemment intimement liée à l'histoire de l'abbaye et nous avons la chance d'accueillir ce soir quelqu'un que vous connaissez bien, Pierre Gillon, qui est le spécialiste mondial de l'abbaye de Saint-Maur, que le monde entier nous envie et qui va nous plonger dans plus de 1000 ans d'histoire du 7e siècle à nos jours pour notre plus grand bonheur. Et donc, ces 1000 ans d'histoire de Saint-Maur qui vont se dérouler devant vos yeux et à vos oreilles ce soir. Merci. Bien, après une telle introduction, on ploie sous le poids des lauriers. Alors, l'histoire de l'abbaye des Fossés couvre plus d'un millénaire. C'est une histoire exceptionnellement riche et c'est une performance que de vous la résumer en 1 heure. Et c'est un sujet sur lequel je travaille depuis l'âge de 20 ans sans jamais avoir eu le temps de synthétiser la recherche. Mais c'est pour dans pas longtemps. Ce n'est pas seulement une histoire de moines, c'est notre seule source sur l'histoire des habitants au Moyen-Âge. En importance, l'abbaye a été le 3e monastère d'Île-de-France après Saint-Denis et Saint-Germain-des-Prés. On ne conserve aucun document de l'abbaye à Saint-Maur-des-Fossés. Ces importantes archives ont quitté Saint-Maur dès 1750 et sont conservées depuis la Révolution aux Archives nationales où elles sont réparties en une dizaine de séries. Quant aux manuscrits de la Bibliothèque des moines, ils ont été dispersés à partir de la Renaissance et la plupart d'entre eux se trouvent à la Bibliothèque nationale de France, mais on en trouve également dans plusieurs bibliothèques de France et d'Europe. En regard de la richesse des archives, les vestiges de l'abbaye sont minimes mais précieux et fragiles. Quant à l'archéologie, elle reste le parent pauvre, une petite partie du site seulement ayant été fouillée, mais son apport est souvent spectaculaire. Pour vous situer le contexte de la fondation, voici un petit rappel en carte sur les origines du mouvement monastique. L'initiateur est Saint Martin, qui s'installe à la fin du IVe siècle à Ligugé, puis à Marmoutier près de Tours. En 407, les grandes invasions germaniques déferlent sur la Gaule, provoquant la fuite de tous les lettrés qui se réfugient en Provence, en particulier à Arles et dans la grande île de Lérins, où s'élaborent les premières règles monastiques. Tandis que les royaumes wisigoths et burgondes occupent peu à peu la plus grande partie de la Gaule, de Provence, dernière province romaine, le mouvement monastique s'immisce au cours du Ve siècle par la vallée du Rhône entre ces peuples dits barbares qui se sont convertis au christianisme, mais sous la forme de l'arianisme, doctrine qui conteste le dogme de la Trinité et la nature divine du Christ. Or, les moines sont les imitateurs du Christ. Ils ne peuvent donc que lutter contre l'arianisme. Ils pénètrent facilement dans le royaume burgonde, atteignant le Lyonnais, le Jura, où pour la première fois des moines s'installent loin des villes, la Bourgogne actuelle, et plus difficilement en royaume wisigoth, très agressif, aux marges duquel ils s'installent cependant en Val-de-Loire et en Auvergne. Puis, la victoire de Clovis sur les Wisigoths en 507 marque la domination des Francs et le début de la conversion de la Gaule au catholicisme. L'idéal monastique peut désormais se répandre librement, mais il perd de son militantisme. C'est l'Irlandais Colomban qui traverse la Gaule et ravive le mouvement vers la fin du VIe siècle à Luxeuil, en Franche-Comté. Ses successeurs vont susciter une quantité de fondations monastiques
particulièrement dans la basse vallée de la Marne, qui connaît une des plus fortes concentrations de fondations d'établissements entre 620 et 660, avec Farmoutier, Jouarre, Rebais, Chelles et Saint-Maur, tous fondés par de grandes familles et qui très vite s'éloignent des influences irlandaises. Pourquoi tant de monastères et à quoi servent-ils ? Ce sont les moines qui, retirés du monde, préservés de toute mort violente, imitent le Christ, conservent les traditions, transmettent la culture antique et l'idéal chrétien. Ils prient pour que les vivants et les morts accèdent à la vie éternelle, considérée comme la seule vraie vie, la vie terrestre n'étant qu'un passage. Leur rôle est, à l'époque, considéré comme fondamental. L'abbaye mérovingienne est implantée au côté nord de la butte du Vieux-Saint-Maur. Voici une évocation très très vague de ce que pourrait avoir été l'environnement primitif. C'est un site bien étroit entre la future colline du château et un chapelet d'îles. Pourquoi là ? Peut-être parce que le côté sud est déjà occupé par des habitants dont les tombes ont été retrouvées à la Croix-Souris, et aussi parce qu'au nord se trouve un port sur la Marne. On ne sait rien des dispositions primitives. Il doit y avoir quelques grands bâtiments de bois et torchis, tels que réfectoires, dortoirs, celliers et ateliers, mais pas encore de cloîtres ni de salles capitulaires qui n'apparaissent qu'à l'époque carolingienne. La boucle de la Marne est, plus que tout autre, un site idéal pour les moines, presque unique en Île-de-France. Vous avez à gauche une description de la boucle rédigée par un moine du XIe siècle. Une boucle de rivière très fermée, déserte ou presque déserte, une rivière infranchissable, tandis que le territoire est limité par une dépression naturelle formant comme un fossé, d'où son nom, Fossatus, complété par une levée de terre et pierres depuis la fin de l'Antiquité. Le territoire de la boucle porte le nom de Varenna, du gaulois vara, eau, désignant une plaine alluviale, à ne pas confondre avec une garenne. Ce nom gaulois donnera la Varenne, aujourd'hui réduite à un quartier. Sur la fondation de l'abbaye, nous disposons de 2 chartes fiables et de 8 actes faux ou falsifiés. Pourquoi ? Parce que 2 siècles plus tard, s'enfuyant précipitamment à l'arrivée des Normands ou Vikings, les moines ont dû chavirer, perdant dans la Marne tous leurs trésors et une partie de leurs archives. Ils ont reconstitué les chartes disparues comme ils ont pu, en ajoutant de belles légendes comme celle des Bagaudes. Sous ces réserves, c'est en 639 que l'abbaye est fondée. Le roi Dagobert vient de mourir, la reine Nantilde devient régente au nom de son fils Clovis II qui n'a que 4 ou 5 ans. Le fondateur Blidgisil est un proche de la reine, le donateur de la terre est la reine elle-même au nom de son fils et le premier abbé s'appelle Babolin. L'abbaye bénéficie très tôt de l'exemption épiscopale, c'est-à-dire que l'évêque s'interdit d'intervenir dans les affaires du monastère. Et à la fin du 7e siècle, le roi Childebert III lui accorde l'immunité, c'est-à-dire que les agents du roi n'ont plus autorité sur les habitants, c'est l'abbé qui en devient le seigneur, lève l'impôt pour le roi, rend la justice et perçoit les amendes. C'est cette charte qui est représentée ici, la plus ancienne charte de l'abbaye conservée en original. Dans son écriture en cursive mérovingienne que vous auriez sans doute un peu de mal à lire, j'ai isolé le mot fossatus, le fossé, qui deviendra les fossés. Les origines de l'abbaye vont être enrichies au XIe siècle de belles légendes, ainsi celle des Bagaudes. Ces paysans gaulois révoltés contre l'impôt romain sont bien attestés à la fin de l'Antiquité, mais un moine de l'abbaye en fait des chrétiens qui auraient été massacrés sur la butte du Vieux-Saint-Maur par Jules César. Il raconte aussi quelques histoires à propos du premier abbé, Saint Babolin, qui priait sur des pierres placées dans l'eau sous un saule, avait fait jaillir une source d'une simple prière, tandis que de son tombeau suintait une huile qui soulageait les malades. Après une confirmation de son immunité par l'empereur Charlemagne, la petite communauté périclite et ne paraît plus en état d'entretenir les bâtiments qui tombent en ruine.
En 816, le comte de Paris, Begon, ami fidèle et gendre de l'empereur Louis le Pieux, y rétablit la vie monastique. L'abbaye bénéficie parmi les premières de la grande réforme des monastères de l'Empire, initiée par Benoît d'Aniane et voulue par l'empereur. Elle suit désormais la règle de Saint-Benoît ou règle bénédictine. Cette règle, écrite au VIe siècle, est considérée comme la plus équilibrée des quelques 30 règles monastiques du Haut Moyen-Âge. Elle alterne 7 temps de prière avec les temps de travail, d'études ou de lecture. En 73 articles, elle énonce les vertus des moines, surtout l'obéissance, le silence et l'humilité. Elle décrit la célébration des offices et réglemente la vie commune, l'organisation du sommeil, la punition des fautes, la vie matérielle, les mesures du boire et du manger, le travail et les déplacements, les habits, les artisans, la réception des hôtes et la hiérarchie de la communauté. Les moines se lèvent entre 2 et 4 heures du matin et se couchent tôt. Comme ils ne connaissent pas l'horloge, ils se règlent sur le lever et le coucher du soleil. C'est pourquoi leur journée est de 18 heures au solstice d'été, avec seulement 6 heures de sommeil complétées par une sieste, tandis qu'elle se réduit à 13 heures à Noël, avec 11 heures de sommeil. L'année se divise en 2 périodes, le temps d'été et le temps d'hiver, le passage de l'un à l'autre se produisant à Pâques et généralement au 1er novembre. Il y a 2 repas en été et un seul en hiver. 2 soupes cuites sont servies par jour, ainsi qu'un 3e plat de légumes, sauf les mercredis et vendredis, jours maigres, et en carême, accompagnant une ration d'1 livre de pain et d'une émine de vin par jour. Une émine de vin de Saint-Maur mesurait environ 1 litre. C'est hélas un régime peu équilibré, pauvre en protéines et en vitamines, qui, associé à une très faible activité physique des moines, leur cause bien des troubles digestifs. Il en va différemment à Noël, à Pâques et lors des fêtes principales qui se multiplieront dès le XIe siècle, dédicaces, anniversaires de fondateurs, fêtes de Saint-Pierre, Saint-Maur et Saint-Babolin, dans le cas de l'abbaye des Fossés. Lors de ces fêtes, poissons variés et chapons abondent. Comme tous les grands monastères de l'Empire, l'abbaye reçoit de l'empereur de grands privilèges. Immunité judiciaire, liberté totale de circulation dans tout l'Empire, dispense de tout droit de transport, marché, foire et dispense de contributions militaires. Les moines doivent seulement prier pour le salut de l'empereur et de ses enfants et la stabilité de l'Empire. Les ressources foncières se multiplient, concentrées dans la vallée de la Marne et dans la Brie, mais avec des revenus jusqu'en Picardie ou en Aquitaine. Toutefois, ces ressources capables de nourrir 40 à 50 moines restent modestes face au patrimoine énorme d'une abbaye comme Saint-Denis. Ces abbés, qui appartiennent à de grandes familles carolingiennes, sont désormais des acteurs engagés de la politique religieuse impériale. On les trouve mentionnés aux côtés des abbés de Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés et Sainte-Geneviève lors d'élections épiscopales, de conciles et de procès. Ils sont appelés à participer à la réforme monastique en formant les moines d'autres monastères, ainsi à Saint-Vendrille, à Saint-Sauveur près du Mans et à Glanfeuille en Anjou, où l'on exhume en 845 le corps de Saint-Maur. Qui est Saint-Maur ? Sa vie, rédigée à cette époque, le présente comme le principal disciple de Saint Benoît au VIe siècle en Italie. Sur la demande de l'évêque du Mans, le maître aurait envoyé son disciple et 4 compagnons bâtir un monastère près du Mans. Mais, parvenus à Orléans après un parcours semé de miracles, les moines apprennent la mort de l'évêque qui les a commandités et s'installent à Glanfeuille, près d'Angers, où ils fondent, avec l'appui du roi Théodebert, un monastère dont Maur est abbé durant 40 ans. Pendant 1000 ans, on a considéré sur la base de ce récit que c'est Saint-Maur qui avait apporté la règle bénédictine dans le royaume franc. Et la possession du corps d'un tel personnage était donc un véritable privilège. Et puis, à la fin du XIXe siècle, il y a eu une polémique mémorable entre les moines tenant de la tradition et les chartistes, qui ont démontré que ce récit bourré d'anachronismes est une invention de l'époque carolingienne. Vous avez sur l'image le périple théorique de Maur depuis l'Italie jusqu'en Anjou.
Lorsque Glanfeuille, qui a pris le nom de Saint-Maur-sur-Loire, est menacé en 862 par un pillage des Normands ou Danois, on dit aujourd'hui les Vikings, les moines s'enfuient avec le corps de Saint-Maur dans le Perche. Puis en Bourgogne, près de Mâcon, d'où le roi Charles le Chauve leur donne l'ordre de venir s'installer à l'abbaye des Fossés. L'abbaye n'avait plus de reliques depuis qu'elle avait été occupée par une autre troupe de pirates vikings. En s'enfuyant précipitamment, les moines, comme je vous l'ai dit, semblent avoir fait naufrage dans la Marne et perdu leurs trésors, leurs chartes et leurs reliques. Pas tout d'ailleurs. Or, pour être bien protégé au Moyen-Âge, il faut à la fois des murailles et des reliques. C'est donc avec la plus grande joie que les moines des Fossés accueillent solennellement, le 13 novembre 868, en présence de l'évêque de Paris, leurs collègues de Saint-Maur-sur-Loire, transportant le corps de Saint-Maur dans une châsse de fer. Leur répit est de courte durée. 8 ans plus tard, les pirates réapparaissent. Les moines s'enfuient en Champagne, puis en Lyonnais, où l'archevêque de Lyon les installe à Saint-Benoît de Cessieux. Ils y restent au calme une trentaine d'années, puis ce sont d'autres envahisseurs, les Hongrois, qui déferlent sur la vallée du Rhône en 924, et nos moines s'enfuient à nouveau pour revenir l'année suivante à l'abbaye des Fossés. Cette fois, les reliques de Saint-Maur ne quitteront plus l'abbaye, donnant naissance à l'un des plus importants pèlerinages d'Île-de-France. Au cours de ces longs périples, les moines ont fait de nombreuses rencontres et commencé de répandre le culte de Saint-Maur. Entre-temps, Charles le Simple a placé l'abbaye sous la dépendance de la lignée des comtes de Paris, et celle-ci a été fortifiée. En témoigne sans doute cette grosse muraille découverte il y a 2 ans, puis détruite pour construire une résidence-service de la maison de retraite. Vous voyez également quelques rares éléments de mobilier carolingien trouvés lors de fouilles antérieures, comme cette plaque de bronze ornée d'entrelacs datée vers l'an 800 et ce fragment de vitrail à décor. Un polyptyque, ou recueil des biens et revenus fonciers du monastère, nous permet de connaître les ressources des moines, assez modestes parce que l'abbé accapare probablement une bonne part des revenus. 16 domaines sont décrits. C'est ainsi qu'à La Varenne, c'est le texte que vous voyez sur l'image, Varenna, donc sur l'ensemble des terres incluses dans la boucle de la Marne, il y a 37 manses de laboureurs ou manses charretiers, ce sont les exploitations qui ont une charrette, 18 manouvriers, ceux qui n'ont que leurs bras, et 7 hôtes, soit 121 hommes adultes. Les manses charretiers, par exemple, doivent une brebis et un agneau par an, et 5 sous la 3e année. Ils doivent 109 muides de céréales, environ 55 hectolitres, et 3 poules pondeuses par an. Des corvées de labour sont dues à l'automne et au printemps sur les terres des moines, ainsi que des corvées de transport. La densité de population est faible et les terres sont loin d'être surexploitées. À Nogent-sur-Marne, terroir de vigne, chacun des 18 manses charretiers doit en outre 2 muides de vin par an et des corvées de binage dans la vigne des moines qui s'étend sur 6 à 7 hectares. On possède quelques indications sur la bibliothèque de nos moines carolingiens, dont j'ai pu identifier une vingtaine de manuscrits. Plusieurs Bibles, généralement écrites à Tours, un magnifique recueil d'évangiles inspiré de l'école de la cour de Charlemagne, de nombreux ouvrages des pères de l'Église, bien entendu, mais aussi des livres d'histoire, comme celle d'Eusèbe de Césarée, manuscrit orné de lettrines et copié avec certitude à l'abbaye des Fossés parce qu'il est signé, et des vies de saints, des ouvrages de droit et de rhétorique. Dans ces manuscrits austères, ce sont les notes laissées sur les pages de garde qui nous apportent parfois des renseignements intéressants sur le scriptorium de l'abbaye. Voici le manuscrit le plus précieux, la grande Bible, très lourde, je vous dis très lourde parce que je l'ai soulevée, finement ornée au scriptorium de Tours, qui était spécialisée dans la réalisation des Bibles. Celle-ci a été offerte par le comte Rorgon, gendre de Charlemagne et restaurateur de Glanfeuille. Elle a accompagné les moines de Saint-Maur-sur-Loire durant tout leur exode. À la suite de la Bible, on y trouve le texte le plus ancien de la vie de Saint-Maur, suivi du récit des voyages et de l'arrivée des moines avec leurs reliques à l'abbaye des Fossés, ici à droite. Et à la fin, on trouve le polyptyque carolingien de l'abbaye,
Voici au centre le chapitre qui décrit le territoire de la Varenne. Dans leur scriptorium, nos moines des fossés ont copié et diffusé largement le livret de la vie et des miracles de Saint-Maur, comme en témoigne le relevé des manuscrits conservés. En rouge, mais je crois que le rouge n'apparaît pas à l'écran. Oui, le rouge a fondu. En rouge, donc, normalement, la diffusion des manuscrits de la fin du IXe siècle, et en couleur plus claire, les diffusions des Xe, XIe et XIIe siècles. On voit qu'avant le XIIe siècle, la vie de Saint-Maur est connue jusqu'en Hongrie. Au Xe siècle, prend essor l'abbaye de Cluny, qui ambitionne de ramener tous les monastères à la pureté de la règle de Saint-Benoît et d'uniformiser les pratiques. Peu avant l'an 1000, le roi Hugues Capet, soucieux d'introduire la réforme dans son petit royaume, fait appel à l'abbé de Cluny Mayol pour réformer l'abbaye des Fossés. Cela préfigure la réforme bien plus difficile à mener de l'abbaye de Saint-Denis. Une partie des moines, dont l'abbé, refusant les nouveaux usages, est chassée et remplacée par des moines clunisiens. Le roi cède à l'abbaye le domaine de Maison-Alfort, ancien domaine de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Cette charte que vous voyez est l'un des très rares actes originaux que l'on conserve du roi Hugues Capet. L'ancien abbé se conduisait en grand seigneur carolingien, arborait de riches fourrures et s'adonnait au plaisir de la chasse aux faucons. Exilé à Saint-Maur-sur-Loire, il est remplacé par un moine de Cluny, descendant des anciens comtes de Paris, qui rencontre rapidement des problèmes avec les moines, puis finit par démissionner. Le comte Bouchard, nommé avoué, c'est-à-dire protecteur de l'abbaye, le remplace par son beau-fils, ce qui signifie que l'abbaye est encore loin d'avoir retrouvé la liberté de l'élection abbatiale. Elle ne reste pas clunisienne, mais sa liturgie demeurera imprégnée par la liturgie réformatrice clunisienne, tout en conservant des usages liturgiques antérieurs. Après avoir enrichi l'abbaye de divers biens provenant de sa femme, Bouchard s'y retire et y meurt en moine. Il est enterré dans la salle du chapitre comme un fondateur. Au XIIIe siècle, on vénérait son cénotaphe et celui d'Élisabeth de Corbeil, sa femme, dans le chœur de l'église abbatiale. Peu après sa mort, les abbés engagent une vaste reconstruction de l'église qui durera 20 ans jusqu'en 1030. La nef disparue est connue par quelques dessins des ruines. Voici le plan de cette église tel qu'on peut le restituer. En bleu, l'église du XIe siècle, dont le chœur va être agrandi dans les siècles suivants en orangé et rouge. L'axe de l'église a été réorienté par rapport au cloître qui a conservé l'orientation carolingienne, avec, comme dans toutes les vieilles abbayes bénédictines, à l'est la salle capitulaire et le cloître, à l'ouest le cellier, à l'opposé de l'église le réfectoire avec la cuisine derrière, et dans l'angle entre le cellier et le réfectoire, la fontaine claustrale où les moines se lavent les mains et les pieds. Une particularité, l'abbaye a conservé 2 petites églises ou chapelles du Haut Moyen-Âge, la chapelle Notre-Dame des Miracles et la chapelle Saint-Denis. Le scriptorium se développe. Un copiste précise qu'il a travaillé pendant les 3 mois d'hiver dans le plus grand froid. Voici quelques-uns de la douzaine de manuscrits de l'abbaye qu'on peut attribuer au XIe siècle. Plusieurs sont conservés à la Bibliothèque du Vatican. Ils sont à peine plus ornés que les manuscrits carolingiens. Ne me demandez pas de vous dire en peu de mots comment on les date. Il faut croiser de nombreux critères dont les principaux sont l'écriture et la décoration. Les moines deviennent écrivains et compositeurs. Ils nous ont laissé un office de la dédicace, la vie de Bouchard le Vénérable, la vie de Saint Babolin, le livret de ses miracles, un cartulaire, des livres liturgiques et des poèmes. Vers 1058, c'est la tempête au cloître. Le comte Guillaume Gerlenck, descendant des ducs normands, chassé de Normandie parce qu'il a pris le parti du roi de France Henri Ier, met la main sur l'abbaye. L'abbé lui fait barrage, brandit les reliques protectrices de Saint Babolin, tandis que Guillaume tente de se concilier les bonnes grâces des moines en leur offrant une vie de Saint-Maur en verre. Les moines sont divisés. Le roi, qui ne peut rien refuser à son allié, fait arrêter l'abbé, qui s'échappe, puis se réfugie à Saint-Père de Chartres. Le chancelier de l'abbaye prend le relais, brandit les chartes et privilèges de l'abbaye, puis rédige la vie de puissant seigneur Bouchard le Vénérable, transformant en héros exemplaire le comte de l'an 1000, un peu comme Victor Hugo avec Napoléon le Grand contre Napoléon le Petit.
Sous la pression, le bouillant chancelier est contraint à son tour de s'exiler pour le reste de ses jours au prieuré de Sceaux-du-Gâtinais, le plus éloigné de tous. Guillaume obtient du roi l'avouerie, c'est-à-dire la tutelle de l'abbaye, où il va finir sa vie, entrant plus tard dans la légende de la statue de Notre-Dame des Miracles. 35 ans après, une nouvelle catastrophe secoue l'abbaye. Le roi Philippe Ier a enlevé et épousé la femme du puissant comte d'Anjou. Pour cette raison, il est excommunié. Quelle affaire! Le comte d'Anjou se venge, entre autres, lors du séjour du pape Urbain II au concile de Tours en 1096, en lui demandant de rompre la dépendance de Saint-Maur-sur-Loire vis-à-vis des moines des Fossés, au prétexte de la tyrannie qu'auraient exercée ces derniers sur leur prieuré. Sommés de fournir des preuves de leurs droits, les moines présentent en hâte les privilèges conservés dans le chartrier. Parmi ces preuves, Urbain II identifie une fausse bulle qui lui fournit l'argument pour rompre cette dépendance. C'est un véritable séisme pour nos moines, car l'abbaye entretenait des liens très étroits avec Saint-Maur-sur-Loire, berceau du culte de Saint-Maur, où l'on conservait encore son tombeau. On y envoyait des moines se former, on échangeait des manuscrits. Découragé, l'abbé des Fossés est prêt à démissionner. Le très influent Yves de Chartres l'incite à tenir bon et intervient auprès du pape, mais en vain. Voici partout le bel âge monastique, celui où se développe, en compétition avec Cluny et les abbayes bénédictines traditionnelles, les réseaux cisterciens, chartreux, grandmontains, prémontrés et d'autres encore. C'est l'époque où les monastères produisent les plus belles sculptures et les plus beaux manuscrits. L'abbaye Saint-Pierre de Fossé, c'est alors son nom, se situe dans une grande proximité avec le pouvoir royal. Après la lutte entre le roi et le pape qui a jeté l'interdit sur le royaume pendant 8 ans, elle subit les contre-coups des rivalités qui déchirent le roi, son chancelier, l'évêque de Paris et leurs entourages, nouant et dénouant des alliances précaires. Elle est forte d'une 40aine de moines, auxquels s'ajoute une 30aine d'autres répartis dans les prieurés. L'abbaye est possessionnée surtout dans la Brie et dans le sud-ouest de l'Île-de-France. Elle n'a rien au nord, où l'abbaye de Saint-Denis se taille la part du Lion, et très peu dans la vallée de la Seine, où l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés est bien implantée. Elle a organisé la gestion de ses domaines éloignés autour de 11 prieurés, en rouge, dont les principaux sont le prieuré Saint-Éloi à Paris et celui de Tournan, fief des Garlandes, où les moines tiennent école. De chaque prieuré relèvent quelques dizaines de dépendances et de hameaux qui doivent des redevances. L'abbaye a également la main sur une 20aine de paroisses en orangé, où elle perçoit la dîme et des redevances. Les domaines proches de l'abbaye sont gérés directement ou souvent affectés à des offices monastiques ou baillis avec des gestions séparées. Ainsi, Nogent est affecté à l'aumônier qui gère l'accueil des pèlerins, Neuilly-sur-Marne au sacriste qui gère le sanctuaire, etc. Dans le cours du XIIIe siècle, l'exploitation de ces domaines va être affermée, ainsi que la gestion des revenus et droits seigneuriaux. L'abbaye est gouvernée par des abbés issus de familles seigneuriales d'Île-de-France. Thibaut et Asselin, favorisés par le puissant Étienne de Garlande, chancelier de France, occupent la première moitié du XIIe siècle. Outre l'abbé, il y a un prieur claustral qui gère l'abbaye et des prieurs forains qui gèrent les prieurés. Un chantre, un chancelier, parfois un notaire, un sacriste, un aumônier, un chambrier et d'autres titulaires d'office rarement mentionnés comme le cellerier et l'infirmier. Tous se retrouvent en chapitre général une fois par an au moins le 29 juin. En compensation de la perte de Saint-Maur-sur-Loire, l'abbaye a obtenu du roi et de l'évêque de Paris le prieuré Saint-Éloi dans l'île de la Cité, dont les moniales ont été chassées sous prétexte de mauvaise gestion. C'est un prieuré de 12 moines qui possède de très nombreuses dépendances. Il est situé aux portes mêmes du palais de la Cité. L'abbé des Fossés y a nommé le meilleur de ses moines, Reynaud, qui nous a laissé de remarquables commentaires illustrés, clairs et lumineux, de plusieurs livres de la Bible restés inédits.
En vignette en haut et à gauche, j'ai mis un petit tropère des anciennes moniales chassées du monastère. C'est une prise de guerre des moines défaussés quand ils ont mis la main sur le prieuré. Ils ont découvert ce petit tropère qu'elles avaient oublié d'emporter ou de détruire et ils l'ont soigneusement conservé. La période qui s'étend du dernier tiers du XIe siècle au milieu du XIIe est celle du rayonnement du scriptorium de l'abbaye, avec la réalisation de manuscrits richement décorés où l'on peut distinguer plusieurs phases. Ici, la plus ancienne, avec des décors peu colorés, mais déjà des lettrines exubérantes où les jeunes moines laissent libre cours à leur imagination débridée. C'est la naissance du plus beau centre de fabrication de livres manuscrits d'Île-de-France à cette époque. Il a succédé à celui de Saint-Germain-des-Prés, très actif au XIe siècle. Des moines y viennent de loin pour copier des manuscrits d'Orléanais, Touraine, Anjou, Bretagne, mais aussi de Belgique, d'Angleterre et du Pays de Galles. L'un d'eux, Théulphe le Breton, a remercié les moines pour leur accueil à travers un poème où il décrit la douzaine de moines qu'il a côtoyés dans le scriptorium. Voici l'apogée du scriptorium des Fossés. Le lieu sert à la fois d'atelier de copie et de décoration et d'école de formation des futurs moines. C'est pourquoi Théulphe y décrit 4 enfants infatigables et agités, 3 adolescents dont la voix mue, un compatriote, Aymeric le Breton, un fils de seigneur à la voix admirable mais qui souffre d'affreux maux de dents et de tête, et 3 anciens qui sont les formateurs. L'un semble souffrant et presque sourd, et les 2 autres, dont l'abbé, ont les cheveux blancs comme les ailes du cygne. Qu'apprennent les jeunes ? Le latin, la calligraphie, copier un manuscrit avec un roseau taillé en pointe, occupe plusieurs mois d'hiver. Il faut être résistant avec de bons yeux et une attention soutenue, et parfois l'encre gèle dans les encriers. Ils apprennent aussi la grammaire, la dialectique, c'est-à-dire l'art de penser, la rhétorique, c'est l'art de parler et d'enseigner, puis l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Plusieurs ont laissé des poèmes et de beaux récits. On mentionne un très grand maître de chant, Guy Oacrius, parfois confondu avec Guy d'Arezzo. Il a enseigné aux moines à bien chanter, écrire une grammaire musicale et réaliser un très bel antiphonaire richement décoré dont vous avez ici quelques extraits. C'est d'ailleurs dans les manuscrits de l'abbaye des Fossés qu'on observe le mieux l'évolution de la notation musicale en neume, d'abord sans portée au XIe siècle, ici en bas à gauche, puis avec 3 puis 4 lignes au tournant de l'an 1100, comme dans l'antiphonaire de Guy Oacrius que vous apercevez au-dessus. Enfin, à droite, une portée de 5 lignes au XIIIe siècle. Le plus beau manuscrit qui ait été décoré à l'abbaye, c'est la Vie de Saint-Maur, conservée aujourd'hui à la médiathèque de Troyes. C'est un manuscrit d'exception, tout à la gloire du grand Saint-Maur, une véritable bande dessinée où sont représentées des parties de l'église et du cloître de l'abbaye. Vous en voyez ici quelques scènes. En haut à droite, la montée de l'âme de Saint-Benoît au ciel. Au milieu, à gauche, le départ de Saint-Maur du Mont Cassin, puis au centre, le passage difficile des Alpes où un cheval fait une culbute. À droite, la punition d'un comte qui ose faire des banquets dans l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire, et en bas à gauche, la guérison d'un sourd-muet, etc. Voici la dernière phase du scriptorium, où l'on voit que les copistes et les peintres de manuscrits ont acquis une parfaite maîtrise de la décoration. Il y a tellement de lettrines ornées que je vous donne une seule image de chacun de ces manuscrits que vous ne verrez jamais, car ils ne quittent pas la Bibliothèque nationale, sauf pour de rares grandes expositions très sécurisées. Cette activité disparaît après le milieu du XIIe siècle au profit de la commande à des ateliers de clercs copistes spécialisés qui fabriquent des copies à la chaîne bien plus rapidement, ce qui sera un cas général au XIIIe siècle. Un petit aperçu sur les pages de garde des manuscrits
où nos jeunes moines se laissent aller à des caricatures ou des dessins de chevaux. Le cheval, c'est l'animal dont ils rêvent, symbole de liberté, comme nos jeunes rêvent de moto. À droite, le poème de Théulphe, dont j'ai parlé. À gauche, un livre à conserver sa reliure de bois très rudimentaire du XIe siècle. Et en bas, un moinillon à copier avec application l'alphabet, puis à ajouter en dessous « Miserere, pitié ». Cette intense activité artistique peut être mise en relation avec la production variée des sculpteurs des XIe et XIIe siècles qui ont orné l'église abbatiale, le cloître et la chapelle des miracles, tout particulièrement. On en conserve une 50aine d'œuvres dans les réserves du musée territorial de Saint-Maur, ce qui ne doit pas représenter plus de 1 à 2% de tous les éléments sculptés qui ont dû orner l'abbaye à cette époque. Beaucoup dorment encore dans le sous-sol du parc de l'abbaye. Notons surtout les petites statues-colonnes et les chapiteaux doubles qui ornaient le cloître au milieu du XIIe siècle et permettent de restituer un cloître très décoré comme celui de Notre-Dame-en-Vaux, ici reconstitué au centre. Ce cloître n'était pas purement décoratif. Il participait de façon illustrée à la formation des jeunes moines. Il subsiste au parc de l'abbaye plusieurs vestiges de cette grande campagne de travaux du XIIe siècle, mur du cellier des moines, nef de la chapelle des miracles, et même un morceau du cloître roman que je montrerai à ceux qui participeront à la visite de dimanche prochain, 12 juin à 14h30. Nos moines, bien que retirés du monde, ne sont pas fermés aux affaires du diocèse et du royaume. Les abbés sont en lien avec bien des monastères, ils participent aux conciles, aux synodes et aux grandes cérémonies, ils reçoivent volontiers dans leur manoir abbatial agréablement situé au bord d'un bras de Marne les rois de France Philippe Auguste, Louis VIII, Saint-Louis ou le roi d'Angleterre Henri III Plantagenet, qui était d'ailleurs le meilleur habitué de l'abbaye des Fossés. Notons qu'en août 1193, c'est à l'abbaye des Fossés que Philippe Auguste relègue quelque temps la belle Ingeburge, dont la froideur nordique a bloqué les ardeurs du roi. Avoir tous les jours la mort présente devant les yeux. C'est le chapitre 4 de la règle de Saint-Benoît. Mais chez les moines, la mort n'est pas triste, c'est un événement heureux, car c'est la naissance à la vie éternelle. Leur métier, c'est la prière. Chaque jour, ils prient pour l'âme des défunts inscrits sur l'obituaire ou livre des morts. Celui de Saint-Maur, ici en haut à gauche, est conservé à la Bibliothèque Vaticane. Pour donner à leur prière plus de force, les moines ont tout un réseau. Ils sont en association de prière ou de fraternité avec une 50aine de monastères jusqu'à Stavelot en Belgique et York en Angleterre. Le rituel de la mort d'un moine nous est connu dans ses moindres détails. À la mort d'un abbé, un moine messager fait la tournée des monastères du royaume avec un rouleau de parchemin appelé « rouleau des morts », sur lequel chaque communauté inscrit une prière. Nos moines ont témoigné de leur compassion sur les rouleaux d'un moine de Corbie, de Saint Bruno, fondateur des Chartreux, de Mathilde, fille de Guillaume le Conquérant, d'un abbé de Tulle, d'un moine de Saint-Germain-des-Prés, de Guillaume des Barres, sénéchal de Philippe Auguste, d'une abbesse de Montivilliers, par exemple, au hasard des rares rouleaux qui ont été conservés. On ne conserve qu'un rouleau des morts de notre abbaye, celui de l'abbé Pierre de Chartres, qui a circulé en 1334 en Normandie et en Champagne. Après une phase difficile où un abbé endette le monastère, l'année 1256 voit la désignation d'un abbé exceptionnel, Pierre de Chevry, qui va régner 30 ans. Administrateur hors pair désigné par les légats du pape, il réorganise la communauté, rétablit sa situation financière, la dote d'outils de gestion moderne pour l'époque, statuts, cartulaires, polyptyques, censers, recueils de cas de justice. Il nous a laissé 300 chartes et des recueils de sermons. Très imbu de ses prérogatives, il ponctue parfois ses jugements de cette déclaration « Ni roi, ni prince, ni évêque ne sauraient s'élever contre nous ». Il réalise
la reconstruction et l'agrandissement du sanctuaire, qui atteint 86 mètres de longueur, avec un chevet hypertrophié adapté aux foules des pèlerins de plus en plus nombreux qui se pressent le 15 janvier et bientôt à la Saint-Jean, le 24 juin, pour solliciter une guérison miraculeuse auprès des reliques du grand Saint-Maur. De ce sanctuaire à l'architecture gothique audacieuse et lumineuse, éclairée d'immenses verrières, il subsiste dans le parc un dernier pilier en cours d'érosion accélérée, ainsi que quelques fragments sculptés. Je donne ici le chœur de Saint-Père de Chartres, sans doute le plus proche de ce qu'était celui de Saint-Maur. Et dans les collections archéologiques conservées par le musée territorial, des centaines de carreaux de terre cuite à décor dont nous avons pu reconstituer l'agencement avec la représentation de motifs adaptés au pèlerinage comme le griffon gardien des lieux saints ou la parabole de l'aveugle et du paralytique, ainsi que des milliers de fragments de vitraux, les uns colorés avec des fleurs de lys, d'autres ornés de grisailles avec des feuilles de lierre, dont voici quelques échantillons. Les panneaux avec des personnages ont probablement été récupérés en 1750 pour d'autres églises. C'est à partir de Pierre de Chevry qu'il est possible de restituer le terroir médiéval et le bourg des Fossés, et qu'apparaissent des lieux-dits comme l'île Fanac, l'île Beaubourg, le port Créteil, le moulin de Brétigny, l'île Barbière, Champignol. C'est aussi sous Pierre de Chevry que vers 1280, sous la pression du pèlerinage, l'abbaye abandonne définitivement le nom de Saint-Pierre de Fossé pour adopter celui de Saint-Maur de Fossé, avec un Z, de même que le bourg qui deviendra le vieux Saint-Maur. C'est encore sous Pierre de Chevry qu'on commence à connaître les habitants à travers l'affranchissement massif des serfs, qui n'étaient pas des esclaves mais des personnes dont la liberté était contrainte, ou les registres d'imposition comme la taille, c'est-à-dire l'impôt pour la guerre, souvent contesté. Vous avez à gauche la charte d'affranchissement des 1090 serfs de Saint-Maur et autour relevant de l'abbaye. Donc c'est le plus grand parchemin qu'on conserve dans les archives de l'abbaye de Saint-Maur. Il doit faire dans les 60 cm de hauteur, si je me souviens bien. Dans cette abbaye où l'austérité reste remarquable, puisque les moines ne mangent pas de viande, ce qui tend à devenir rare, Pierre de Chevry meurt comblé d'honneur par son ami le pape Martin IV, autorisé en particulier à porter les insignes épiscopaux. Les premières décennies du XIVe siècle cumulent les difficultés. La crise économique, la plupart des monastères s'endettent, les pestes, puis la guerre. Malgré cela, et peut-être d'autant plus, le pèlerinage fonctionne de façon ininterrompue. Vers 1360, le dauphin Charles, futur Charles V, ordonne la fortification de l'abbaye pour protéger les pèlerins. L'urgence est telle que les moines acceptent la démolition de leurs cloîtres et des bâtiments claustraux avec toutes leurs sculptures romanes pour bâtir les murailles et les tours, dont la tour Rabelais, avec ses bas-reliefs gravés que vous pourrez découvrir dimanche prochain. En janvier 1378, c'est le plus prestigieux des pèlerins qui se présentent à l'abbaye, l'empereur du Saint-Empire romain germanique Charles IV, accompagné de son fils Venceslas. Vous le voyez ici, accueilli par l'abbé de Saint-Maur et quelques dignitaires aux portes de l'église abbatiale. C'est une miniature des grandes chroniques de France. Donc l'empereur est à genoux devant les dignitaires claustraux et l'abbé est par derrière. Et vous avez derrière lui donc son fils Venceslas. Donc Charles IV était atteint de la goutte et la guérison de cette maladie, mortelle au Moyen-Âge, était un attribut quasi exclusif des reliques de Saint-Maur. Peu après cette visite, l'abbatiat de Saint-Maur est accaparée pour 50 ans par une grande famille dépensière, les Châtillons, descendants du connétable de Philippe le Bel. Il ne faudra pas moins de 12 bulles et sentences des légats pour mettre fin à leur pillage des revenus du pèlerinage. Les enseignes du pèlerinage à Saint-Maur comptent parmi les plus nombreuses retrouvées. Ces enseignes fragiles en plomb, en argent ou en papier étaient agrafées ou cousues sur les vêtements ou les chapeaux ou insérées dans les livres de prière. À la fin du XVe siècle, les comptes de l'abbaye montrent que les moines en vendent des dizaines de milliers par an, et de même pour les cierges de pèlerinage, sans compter les ventes par les habitants auxquels les moines font des procès,
et de nombreux marchands extérieurs qui leur font concurrence. À droite, la cartographie des lieux de découverte associée à celle des pèlerinages contraints est très parlante. C'est un pèlerinage qui draine les riches marchands des cités drapières du nord de la France, de la Belgique et des Pays-Bas, car la goutte est une maladie de riches, ceux qui ont abusé du bon vin et de la viande rouge. Je parlerai de ce sujet plus en détail lorsque je présenterai le gros ouvrage sur les pèlerinages à Saint-Maur en voie d'achèvement. Voici Voici en avant-première la cartographie de tous les marqueurs cumulés de l'expansion du pèlerinage à Saint-Maur à partir de Saint-Maur-des-Fossés du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Alors, le Moyen-Âge est en rouge, les XVIIe, XVIIIe siècles en jaune. C'est une carte issue d'une enquête très approfondie à travers toute la France. Elle montre que c'est un pèlerinage qui n'est pratiqué qu'au nord de la Loire, avec deux axes qui correspondent aux principaux échanges commerciaux, un axe qui va de la Champagne à la Normandie et un axe sud-nord jusqu'aux Pays-Bas. Une petite exception avec la Provence, une diffusion d'une part dans les vallées niçoises par l'Italie, mais aussi à Marseille, où on sait que ce sont des pèlerins venus de Saint-Maur-des-Fossés qui y ont introduit le culte de Saint-Maur à la fin du XIIIe siècle. Voici le détail de cette carte. Alors, les marqueurs du culte d'un saint ou d'un sanctuaire sont très variés. Il y a les titulatures, les chapelles, les textes narratifs, les enseignes de pèlerinage, les pèlerinages judiciaires, les représentations du saint, les confréries, etc. Alors, notons que Saint-Maur est toujours représenté avec deux attributs, le livre de la règle et la crosse abbatiale, jamais avec une bêche comme on le prétend trop souvent. Dans les premières décennies du XVe siècle, les moines ont été très occupés à reconstruire les bâtiments claustraux. Un groupe d'entre eux parcourt de nombreux diocèses avec une partie des reliques de Saint-Maur pour récolter de l'argent. On signale leur présence en Bretagne, en Franche-Comté et en Dauphiné. Ils ne sont pas toujours bien accueillis parce que de nombreux monastères font la même chose après la guerre de Cent Ans. Avec la mainmise du roi sur les nominations des évêques et des abbés, ces derniers sont bien souvent, au XVe siècle, des abbés commendataires nommés qui pompent les revenus mais ne gèrent plus l'abbaye. Parmi eux, notons le moine-poète Jean Castel, petit-fils de Christine de Pisan. Il s'est longtemps plaint de n'être que le petit moine pour tout potage, c'est-à-dire de n'avoir aucun revenu. Louis XI le nomme chroniqueur de France, puis lui donne l'abbaye de Saint-Maur. Partout, à la fin du XVe siècle, les vocations se font rares, les moines sont de moins en moins nombreux et l'alcoolisme ravage les petits prieurés. Finalement, en 1536, l'évêque de Paris, Jean du Bellay, obtient la transformation de l'abbaye en collégiale de chanoines dont il est le doyen, au prétexte que l'affluence des pèlerins empêche les moines de célébrer convenablement leurs offices. Les 9 derniers moines deviennent des chanoines séculiers. À la différence des moines, ces chanoines entièrement soumis à l'évêque ne mènent pas la vie commune, perçoivent une prébende et n'ont pas les mêmes pratiques liturgiques. Le territoire de l'abbaye est divisé en 9 parcelles. Je ne sais pas si c'est visible sur les deux cartes. En haut, la carte monastique et en bas, la carte avec les divisions. 9 parcelles, chaque chanoine ayant sa maison, son jardin, son puits et sa cave, tout en vivant le plus généralement à Paris, laissant tout le travail à 4 vicaires qui perçoivent un revenu minimaliste et sont assistés par un maître de musique et des enfants de chœur. Durant 2 siècles, ce ne sera que disputes et procès entre les chanoines et leurs vicaires, ainsi qu'entre les chanoines et l'évêque. De ces disputes témoignent 7000 pages de registres capitulaires. Parmi les tout derniers moines en 1536, Rabelais, auquel Jean du Bellay a promis une prébende. Mais comme il est incapable de faire correctement ses demandes de dispense auprès du pape, Rabelais est éliminé. Pour remplacer le logis abbatial médiéval qu'il trouve bas et humide, Jean du Bellay lance la construction d'un nouveau logis au-dessus de l'abbaye. C'est l'origine du château de Saint-Maur. La cartographie du partage des revenus entre les chanoines et l'évêque montre que celui-ci, en rouge, s'est attribué les meilleurs revenus, ne laissant aux chanoines, en bleu, que de quoi alimenter leurs prébendes et les demi-prébendes des vicaires. Le système est néfaste car rien n'est prévu pour l'entretien des bâtiments
théoriquement à la charge de l'évêque qui s'en moque et objet de litige en permanence. Au cours du XVIIe siècle, diverses parties de la grande église abbatiale s'effondrent ou sont étayées. Les chanoines complètent leurs revenus avec la recette du pèlerinage. Cette recette est affermée à celui des chanoines qui est le plus intéressé à travailler et à gagner beaucoup d'argent. Le XVIIe siècle est le siècle des dévots par excellence. Le sanctuaire est fréquenté toute l'année, mais plus encore à la Saint-Maur le 15 janvier et à la Saint-Jean les 23-24 juin, où l'on compte plus de 2000 pèlerins dans l'église. Il s'y ajoute le culte de Notre-Dame des Miracles, très secondaire au Moyen-Âge, puis qui monte en puissance avec la fondation d'une confrérie. Pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, la statue de Notre-Dame des Miracles, qui date de la fin du XIIe siècle et dont la légende miraculeuse aurait été créée sous Pierre de Chevry, se trouve depuis la Révolution dans l'église Saint-Nicolas. Les chanoines tiennent à jour des recueils de miracles qui permettent d'établir une petite typologie des pèlerins. On devrait dire des pèlerines, car il y a 2/3 de femmes venues des paroisses les plus populeuses de Paris, mais parfois aussi de campagnes lointaines. L'éventail va de la femme du peuple à la piété simple et confiante qui implore Saint-Maur en dernier recours, le plus souvent pour des maux de jambes, à des formes de dévotion plus alambiquées, voire perturbées, dans les classes aisées et dans les communautés religieuses. Au début du XVIIIe siècle, la dévotion faiblit. On paye de faux épileptiques pour attirer les foules, tandis que les pèlerins et les pèlerines couchent pêle-mêle dans l'église pendant la nuit de la Saint-Jean. C'est l'évêque lui-même qui le dit. Les chanoines sont assez bêtes pour se plaindre des troubles engendrés auprès de l'évêque. Celui-ci, qui déteste la dévotion populaire, saisit l'occasion pour interdire le pèlerinage en 1737. Donc, moins de recettes. Finalement, le chapitre de chanoines de Saint-Maur est rattaché à celui de Saint-Louis du Louvre, qui manque d'argent pour payer sa nouvelle église, et la collégiale de Saint-Maur est supprimée aux grandes dames des habitants, les habitants du bourg qui vivaient aussi du pèlerinage. Les reliques sont emportées à Paris dans la plus grande discrétion, et c'est en vain que les habitants font appel au Parlement pour s'opposer à l'ordonnance de l'évêque. La vaste église abbatiale est vendue à l'intendant du prince de Condé, qui la transforme en carrière de pierre dans le but de niveler le terrain pour réaliser une grande allée d'accès au château. C'est l'occasion de nombreux dessins des ruines par le graveur Jean-Georges Ville et ses élèves. Quant au bâtiment monastique, il reste aux mains des chanoines de Saint-Louis du Louvre, puis passe à des particuliers à la Révolution. Ainsi, la chapelle Notre-Dame des Miracles et l'ancien logis abbatial. Quelques mots donc sur la période qui va suivre l'histoire de l'abbaye pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce qui nous reste aujourd'hui. Après une période d'oubli, la mémoire du site et ses vestiges vont être réinterprétés et revisités au cours des 19e et 20e siècles. L'ancienne emprise de l'abbaye est d'abord morcelée, puis un grand pharmacien parisien, Édouard Bourrière, rachète toutes les parcelles du site. Il entreprend les premières fouilles sur l'emplacement de la crypte de l'église et constitue un petit musée que met à mal la guerre de 1870. Son successeur, l'historien Pierrard, y fonde un phalanstère de lettres et envisage même d'en faire le centre d'une nouvelle religion. Au début du XXe siècle, Adolphe Maujean, homme de théâtre et sénateur, se ruine à réaménager l'ensemble du site en un parc avec rivière et lac, à transformer l'ancien logis abbatial en palais néo-gothique au décor exubérant et aménager un théâtre de plein air dont les ruines de la chapelle des Miracles et une galerie de cloître constituent le fond et illustrent son œuvre principale. Passé la Première Guerre mondiale, l'ensemble renaît pour 30 ans à la vie religieuse avec la congrégation des Dominicaines qui ouvre un internat de jeunes filles et conserve le site avec le plus grand soin. Puis, à partir de 1958, au départ des Dominicaines qui vendent les lieux à la Caisse des dépôts, c'est la descente aux enfers du site. L'abandon, la ruine et le pillage des bâtiments, suivi de la construction de la maison de retraite qui voit sacrifier la moitié du terrain et déclenche les premières fouilles fin 1966 par notre Société d'histoire et d'archéologie.
Après ces fouilles, qui restent très partielles, le chantier Rempart entreprend de sauvegarder les vestiges conservés, classés monuments historiques en 1988, tandis que la plus grande partie du parc est ouverte au public en 1982. Parallèlement, c'est au cours du XXe siècle que les études érudites ont permis de redécouvrir l'histoire de l'abbaye, avec la première thèse sur ses origines en 1920, la première thèse sur les manuscrits en 1950, l'entreprise du recueil des actes de l'abbaye dans les années 1960, restée inachevée, le livre d'Anne Thérouanne sur l'abbé Pierre de Chevry en 1968 et le premier ouvrage sur les sculptures en 1983, ainsi que de nombreuses études très spécialisées depuis. Voilà évoqué très schématiquement une histoire de plus de 1000 ans de vie religieuse qui est en même temps un rare cas où l'on peut suivre l'histoire d'un site pendant aussi longtemps. Et cette histoire continue. Je vous remercie. À votre disposition pour des questions. Au XVIIIe siècle, l'abbaye n'a pas réussi à récupérer la renaissance des bénédictins de l'ordre de Saint-Maur. Alors, en effet, il y a eu près d'un siècle de pourparlers. La congrégation de Saint-Maur aurait bien voulu récupérer l'abbaye, mais les chanoines, évidemment, n'y étaient pas chauds. Ils y auraient perdu leur prébende. Et puis surtout, il y a eu opposition du prince de Condé. Il ne voulait pas avoir des moines à côté du château. Et puis bon, les pourparlers n'en finissaient pas, c'était horriblement compliqué, hein. C'était trop tard, malheureusement. Alors tout à fait. Vous savez, dès le XVIe siècle, dans les vieilles abbayes, les manuscrits du Moyen-Âge, il y a quelques beaux récits comme ça de moines bénédictins savants. Donc dès la Renaissance, ces vieux manuscrits, on les retrouve souvent dans les poulaillers, hein. Ça n'intéresse plus personne, on ne sait plus les lire. Donc en revanche, dès la Renaissance, il y a des érudits qui sont à la recherche de ces manuscrits, qui les achètent éventuellement cher, en tout cas ça paraît cher pour des moines qui ne s'y intéressent plus du tout. Donc comme pour toutes les abbayes, un certain nombre de manuscrits ont été achetés par des érudits ou quelquefois même emportés, dispersés, c'est pas toujours très clair. Donc on arrive à suivre l'exode de certains manuscrits quelquefois par les collections des érudits. Donc là, par cœur, je ne me souviens plus, je crois qu'il est arrivé par les jésuites, celui de... il y a 2 manuscrits qui sont arrivés à Troyes d'ailleurs, mais il y en a d'autres qui sont arrivés à Berne en Suisse, il y en a d'autres en Angleterre, il y en a à Leningrad, le catalogue des manuscrits de l'abbaye au XIIe siècle, il est aux Pays-Bas, etc., etc. Et puis il y en a d'autres au Vatican, bien sûr, qui n'ont rien à voir avec le pape, c'était l'ancienne bibliothèque de la reine Christine de Suède. Bon, c'est compliqué, hein, l'histoire de la dispersion des manuscrits. 2 questions indépendantes l'une de l'autre. La première, en quoi consistait le fief de Saint-Maur à Sucy? La deuxième, vous avez été très rapide sur la Révolution française. Je suppose qu'il y a eu une vente ou plusieurs ventes comme bien national de la part des révolutionnaires. Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question parce que en vente des biens nationaux, on n'a que les lots concernant le château, mais rien. Il y avait pas forcément, tout ne passait pas forcément en vente comme bien national. Les biens des chanoines, on les suit pas très bien, mais ils sont très tôt aux mains de particuliers. Est-ce que les chanoines se sont dépêchés de les céder à des gens dans leur entourage? C'est tout à fait possible. En tout cas, il n'y a pas de vente de biens nationaux des chanoines donc à l'époque de Saint-Louis du Louvre.
Donc je ne sais pas en dire plus. Hein. Et alors, bon, le fief de Saint-Maur à Sucy, à mon avis, vous le connaissez mieux que moi. Oui, ça reste très vague, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de documents sur la question. Ben, c'est vrai que dans le détail, je ne m'y suis pas intéressé parce qu'il y a tellement de domaines et je n'ai approfondi que ponctuellement certains domaines en fonction de demandes particulières, parce que le fief de Saint-Maur à Sucy, il est documenté assez tard. Au Moyen-Âge, on ne le connaît sans doute pas très bien, mais je sais même pas s'il est décrit dans le polyptyque carolingien. Dans le polyptyque du XIIIe siècle, celui de Pierre de Chevry. Je pense qu'il était bien décrit, je vous l'aurais dit. Maison Alfort est très très bien décrit, c'est formidable. Il y a une trentaine de lieux-dits à Maison Alfort qui sont mentionnés dans le polyptyque du XIIIe siècle. Mais Sucy, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose en fait. Non, mais d'après ce que je sais, c'était un fief extrêmement petit. Hein. À côté de ce que possédait le chapitre de Notre-Dame. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'était surtout Brétigny. Bon, c'est à approfondir. Oui. Vous avez dit que les reliques de Saint-Maur ont été transférées à Paris, mais où à Paris? Alors, effectivement, toutes les reliques qui étaient à Saint-Maur, il n'y avait pas que celles de Saint-Maur, hein, il y en avait beaucoup d'autres, bien sûr. Et il doit y avoir au moins une quarantaine de saints, mais pas entiers. Donc, les reliques de Saint-Maur ont été apportées à l'archevêché. Là, il y a eu des reconnaissances de reliques assez complètes. Et ensuite, une distribution. Alors, c'est Saint-Germain-des-Prés qui a reçu l'essentiel du corps de Saint-Maur, parce que Saint-Germain-des-Prés était le siège de la congrégation de Saint-Maur, qui avait réuni toutes les abbayes bénédictines qui pouvaient encore être réunies, environ 200, et qui avait pris le nom de congrégation de Saint-Maur en 1618, à l'époque où on considérait encore que c'était Saint-Maur qui avait apporté la règle de Saint-Benoît sur notre territoire. Et puis il y a eu une dispersion, chacun a voulu garder un petit bras, un petit morceau. Déjà dès au XIe siècle, l'abbaye de Saint-Maur avait donné un bras à Cluny, un bras à Saint-Maur-sur-Loire et un autre un os du bras, pardon. Non, dans chaque bras, il y a 3 os. Hein. Donc on peut donner beaucoup. On dit un bras, mais à chaque fois, c'est un os du bras. Donc il y en avait un à Cluny, un au Mont-Cassin et un à Saint-Maur-sur-Loire. Et donc, mais ça, je le montrerai à ma prochaine conférence sur le culte et le pèlerinage à Saint-Maur. J'ai reconstitué, j'ai pris un squelette, un très beau squelette du XVIIIe siècle, et j'ai reconstitué l'état de dispersion des reliques et ce qui restait donc avant la Révolution du corps de Saint-Maur. Enfin, il en restait pas mal encore. Les côtes avaient beaucoup disparu parce que les côtes, ça se distribuait beaucoup. On faisait des petits morceaux avec les côtes. Voilà. Et alors, donc, après, à Saint-Germain-des-Prés, normalement, tout a été détruit. Hein, tout a été brûlé, détruit. Et surtout, les reliques, ça n'intéressait pas les révolutionnaires. Hein, c'est les reliquaires qu'on récupérait pour fondre le métal, pour nos canons, pour sauver la France. Problème de photographe. J'ai été à chercher un accessoire pour mon appareil photo et ça doit être certainement à Saint-Maur-sur-Loire. Il y avait une relique de Saint-Maur qui était il l'avait envoyée en restauration et dans l'église, il se plaignait que depuis des années, ce n'était jamais revenu. Vous avez entendu parler de cette histoire, non ? La relique de Saint-Maur-sur-Loire, oui. Qu'elle ait été envoyée en restauration et qu'elle ne soit pas revenue, non. Mais c'est une relique apportée au XIXe siècle. Et lorsqu'on a restauré l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire,
La nouvelle communauté qui relevait qui était formée, je crois, de moines de Solesmes, donc a obtenu une petite relique de Saint-Maur de Solesmes. Mais Solesmes même avait obtenu ces reliques de Saint-Maur dans le Jura. Et Saint-Maur sur le Jura, on sait maintenant que c'était pas le même Saint-Maur parce qu'il y a deux critères. D'abord, les ossements de nos jours, bon, ils ont été datés, analysés, ça colle pas. Mais surtout, le Saint-Maur du Jura a une date au calendrier qui est différente. Et ça, c'est très important. Un saint qui a une date différente au calendrier, ça peut pas être le même s'il a le même nom. Donc voilà, cette petite relique, elle venait sans doute du Saint-Maur du Jura, comme toutes les nouvelles reliques de Saint-Maur du XIXe siècle. Et à Saint-Maur du Jura, figurez-vous qu'en fait, quand on a ouvert la châsse de Saint-Maur, en fait, il y avait deux corps différents qui n'avaient rien à voir, deux périodes très très différentes. C'est quelquefois compliqué. Jean-Georges Villet. Vous pouvez le prononcer en allemand, hein, nous on le francise. Mais... Ma question allait être ça. Est-ce qu'il s'est donné lui-même, est-ce qu'il a traduit lui-même les prénoms il était allemand. Il a fait beaucoup de dessins importants pour vous, je crois. Au XIXe siècle, des ruines des... Oui, alors quand il signe, sauf erreur, quand il signe J.G. Ville. Ah oui, alors donc c'est pas lui-même qui a nécessairement Johannes. Je pense que ça devait dépendre des interlocuteurs dans le monde parisien. Il a dû franciser son nom et quand il correspondait avec des gens de son pays, puisqu'il recevait énormément de dessinateurs et de graveurs allemands, il portait ses prénoms normaux, bien sûr. En tout cas pour vous, je crois, ces dessins... Alors oui, effectivement... donc on devrait dire normalement Johann Georg Will, donc qui est un très grand graveur allemand, mais installé à Paris. Il a fait toute sa carrière à Paris. Hein. Ah, d'accord. Et donc il a laissé des centaines de dessins et de gravures, et surtout, alors c'est un des rares artistes qui a laissé un journal, et qui n'est même pas entièrement édité d'ailleurs, parce qu'on en a retrouvé des morceaux. Un journal et des registres de comptes. Et donc cet artiste, contrairement aux artistes français, s'est intéressé aux ruines gothiques d'Île-de-France, qui n'étaient pas nombreuses. L'église de l'abbaye de Saint-Maur était la seule grande ruine gothique à cette époque en Île-de-France. Il n'y avait pas encore les ruines liées à la Révolution. Alors que les autres, Hubert Robert par exemple, ne s'intéressaient qu'aux ruines antiques. Si ce n'était pas romain, ça n'avait aucun intérêt. Oui, Pierre, je me permets une précision. En fait, vous auriez pu tout simplement citer le bulletin qui est consacré à Ville. Parce que moi, c'est merveilleux, parce que c'est vous qui l'avez rédigé. Oui, tout à fait. Ah ben, j'ai publié, mais à l'époque, j'ai publié tous les dessins connus de Ville dans un bulletin du Vieux Saint-Maur, et depuis, on en a quand même redécouvert quelques-uns, puisqu'ils s'en vendent partout dans le monde. Et puis, quelquefois, on ne les voit pas passer, ouais. Malheureusement. Ils coûtent assez cher. Moi, madame, je vous le recommande parce que je le connais depuis sa parution. Hein, Pierre, vous avez dû me le passer à la parution. Il m'a été très utile pour comprendre l'abbaye. Il faut un peu de temps. L'article fait quelques pages, mais Pierre a vraiment précisément trouvé les points. Vous pouvez pratiquement vous promener dans le parc avec le bulletin et retrouver les emplacements que Ville a fait. C'est vraiment très précis. Alors, voilà, c'est tout. Philippe, je précise que Madame Stressel, à l'époque, a collaboré à cet article, puisqu'elle m'a aidé à faire des recherches en Allemagne pour retrouver certains propriétaires. Oui, tout à fait. Depuis cette publication, on a quelques dessins supplémentaires, oui, bien sûr.
Plus de questions? Tout d'abord, mes félicitations pour ce magnifique travail de recherche. Dans l'une des dernières images, lorsque vous montrez le plan coincé entre la Marne et puis la butte, j'ai l'impression qu'il y a deux bras morts et la Marne ne semble pas linéaire, mais semble remonter vers le haut. Est-ce que c'est une erreur d'appréciation ou... Dans une des cartes que j'ai montrées? C'est vers les 60, vers la fin. J'ai l'impression que vous avez vu la Marne remonter vers le haut. Bah, elle va vers Nogent, non? Enfin, elle vient de Nogent. Attendez, encore. C'est là où il y avait voilà, c'est celle-ci. Ah, pardon. Ah, dans ces restitutions-là. Ah non, ce que vous voyez, c'est pas la Marne. C'est le bras de Saint-Babolin. Pardon? Vous n'avez que le bras de Marne là. La Marne est plus loin. La Marne est en dehors du dessin. Là, c'est uniquement le bras de Marne. C'est uniquement un bras de Marne qui passait au pied de l'abbaye et qui a été comblé, qui est maintenant sous la maison de retraite. Et la dernière petite question concernant les courbes de niveau, j'ai l'impression, je ne sais pas combien représente-t-elle entre chaque courbe, mais j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on connaît maintenant, ça montait beaucoup plus à l'époque que maintenant. Non. Au niveau de l'abbaye, on va de 38 mètres à 52 mètres, avenue de Condé. Donc vous avez près de 15 mètres de dénivelé. Oui. Pas d'autres questions? Encore une. Existait-il à Saint-Maur, comme dans beaucoup d'endroits, deux types d'abbés? Ceux qui est le spirituel, qui représentaient le spirituel, qui priaient, qui souvent étaient sur place, et les abbés commendataires, c'est-à-dire ceux qui ne divinaient pratiquement jamais et qui s'empochaient tous les bénéfices. Je pense un petit peu, par exemple, à la famille de Richelieu, etc. Alors, c'est l'un ou l'autre. On n'a pas en même temps un abbé régulier et un abbé commendataire. Donc, on a toujours un abbé, mais dont on ne sait pas toujours, d'ailleurs, justement, s'il a été élu ou nommé. De même qu'autrefois, pour le Haut Moyen-Âge, on parlait d'abbé laïque à certaines périodes. Et puis, on ne parle plus d'abbé laïque parce qu'on ne sait pas non plus. Finalement, on ne sait pas s'ils étaient laïques ou pas. On parle d'abbé non régulier maintenant. C'est plus prudent. Mais alors, les élections dans les monastères, c'est souvent un peu biaisé parce que, en principe, un abbé est élu parmi les moines, par ses pairs, mais il est d'usage qu'il y ait un seul candidat d'abord, que l'évêque, normalement, il s'interdit d'intervenir dans les affaires du monastère, mais le roi, lui, peut recommander quelqu'un. Il est quand même d'usage de le prendre, sauf s'il est vraiment mauvais. C'est un peu compliqué. C'était souvent dans des familles nobles. Là aussi, il est souvent impossible d'en être sûr. C'est assez rare qu'on ait des précisions. C'est le cas pour Pierre de Chevry, par exemple, où Anne Thérouanne, qui a écrit tout un livre là-dessus, s'est demandé s'il était apparenté à tous les autres Chevry. Il y avait un grand prieur du Temple, etc. Il y avait des personnages très importants. Il y avait des compagnons de Saint-Louis. Mais en fait, on n'arrive pas trop à savoir. Mais à mon avis, il n'était pas de basse extraction, vu son pouvoir et ses relations. C'est compliqué, mais alors quelquefois vous avez quelqu'un qui peut s'appeler Pierre de Chevry, mais dont le frère s'appellera Jean d'Évry. Alors ça ne nous aide pas. Peut-être a-t-il été répondu, mais comme je n'entends pas tout bien, je veux savoir si on a des précisions par rapport au cadavre qu'on a trouvé à l'occasion des travaux dans l'église Saint-Nicolas, qui devait partir au service... Oui, au service archéologique du Val-de-Marne. Oui. J'ai cru comprendre,
enfin si je me rappelle bien, qu'il y a plusieurs hypothèses qui avaient été faites, évidemment. Alors finalement, est-ce qu'on pense savoir qui est ce cadavre? Ah, alors qui vous en demandez beaucoup? Vous savez, dès que c'est un petit peu ancien, on a du mal à mettre un nom. Avant qu'il soit bâché, c'était impressionnant de pouvoir le voir. On peut mettre une époque déjà. Bon, on n'a pas encore les datations radiocarbone, mais on sait qu'il y en a plusieurs du XIIIe siècle, donc qui sont pas tout récents. Mais à cet endroit-là, on peut penser que c'était des personnages plutôt privilégiés dans la paroisse, puisque bon, des personnages très privilégiés allaient se faire enterrer dans l'église de l'abbaye. Là, donc, ce sont des paroissiens, mais c'est peut-être les coqs de village, comme on dit, qui étaient enterrés assez près du chœur. Bien, grand merci Pierre pour cette très intéressante conférence. Merci à vous d'être venus nombreux ce soir et je vous invite à passer devant la vitrine où vous aurez une très belle reconstitution de l'abbaye et du château de Saint-Maur qui vous permettra sans nul doute de mieux imaginer à quoi pouvait ressembler l'ensemble. Et vous avez l'auteur de l'aquarelle qui est ici et qui sera ravi de vous faire plein de commentaires. Non, et je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, mais je vous conseille, pour vous plonger vraiment dans l'abbaye, d'admirer la maquette réalisée par Jacques Hennequin qui se trouve dans le local rue de Paris. Et vous allez voir, Pierre saura me dire l'époque à peu près de restitution de la maquette de Jacques. Jacques doit être dans la salle, non? Ah oui, il est là, Jacques. C'est 2011, votre maquette? C'est 2011. Ah, pardon, l'époque de restitution. Oui. C'est la fin du Moyen-Âge, hein, 14e, 15e siècle. Bien, et puis je vous dis donc à l'année prochaine pour 5 nouvelles conférences qui, j'espère, vous raviront. Donc à très bientôt et bel été.